Salut les amis, alors nous voici aujourd'hui pour un nouveau numéro, on va dire, de vos conseils. La suite donc des Puissants, toujours de Vic James, donc le tome 2, c'est Ego cette fois, le titre, le tome 1 c'était Esclave. Commentaire général, celui-là il était en livre audio. L'ami qui me l'avait passé m'avait passé le premier en texte et le deuxième en audio. Du coup, je vous spoil que j'ai téléchargé le troisième en audio parce que elle m'avait pas passé le troisième et comme c'était une trilogie, voilà. J'ai suffisamment bien aimé pour avoir envie de continuer. Donc, j'ai beaucoup aimé le livre audio. C'était un certain Julien Alouf. En tout cas, il lisait bien et c'était vraiment agréable. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que j'étais dans Dune, comme vous le savez. Et c'était pas entre guillemets le même niveau et tout. Donc, sur les premiers chapitres, peut-être les 3 ou 4 premiers, j'avais l'impression de me faire chier. Et finalement, j'ai réussi à rentrer dedans et j'ai bien profité. La dernière fois, c'est vrai que j'avais lu ça alors que je sortais de trucs pas terribles, donc j'avais vraiment eu l'impression que c'était génial. Là, du coup, j'ai juste eu l'impression que c'était sympa. Forcément, ce qu'il y a avant joue. Globalement, c'est quand même toujours assez agréable. Même s'il y a des points négatifs sur lesquels je reviendrai. Alors, en résumé, on avait laissé Luke, parce que maintenant je vais dire Luke parce que l'acteur qui lit disait Luke. Avant je disais Luke, mais bon, je savais que ça s'écrivait L-U-K-E, donc voilà. Mais je disais Luke parce que j'avais la flemme de pas le prononcer. Enfin voilà, c'était un prénom qui ressemble à un prénom français, alors je le prononçais à la française. Maintenant je vais dire Luke parce que je me suis habituée à l'entendre comme ça, et parce que je pense que c'est la prononciation qu'il faut. Donc Luke, il s'était fait arrêter suite au fait qu'il avait tiré sur le chancelier, et donc il est censé être envoyé chez Crovan, le mec qui a torturé Chien, et du coup qui l'a réduit à l'état de chien. Je me rappelle plus si on connaissait son ancien nom, en tout cas maintenant il s'appelle juste Chien. Les parents d'Abby et Abby sont envoyés à mille morts. Abby s'est enfuie pendant le trajet, ça c'est ce qu'on savait à la fin du tome précédent. Donc on va récupérer Abby en fuite, Luke qui se fait envoyer chez Crovan, et Daisy qui est toujours avec Gavard. Et voilà, je crois qu'on a rangé toute la famille. Qu'est-ce qu'ils vont devenir les uns et les autres Abby va forcément vouloir essayer de libérer Luke, Luke va essayer de s'enfuir, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Je peux tout de suite vous dire que les parents, parce qu'on aurait pu dire les parents vont essayer de retrouver leurs enfants ou quoi que ce soit, les parents, on va jamais les voir de tout le tome. Donc non, eux ils ont été effacés de l'équation. On sait qu'ils sont à mille morts, mais c'est tout. Histoire. Alors, on est toujours dans un truc un peu dystopique. Il y a moins le côté romance, on va dire, qu'il y avait dans le premier tome. De toute façon, comme je pense que je vous l'avais dit, il était un peu caricatural et ça avait l'air assumé. Donc, dans ce tome-ci, je vous spoil parce que c'est bien, parce que je trouve que c'est cool. Le côté romance tourne mal, entre guillemets, et je pense que c'est plus réaliste, c'est plus intéressant, et c'est pas plus mal. Donc on est beaucoup plus dans le côté dystopie que dans le côté romance. Bon, après il y a toujours le côté des persos avec des pouvoirs et des ados dans une dystopie, quoi. Mais sinon, il y a plus le côté un peu midinette cliché c'était le perso d'Abby qui amenait ça, parce que c'est ce qu'elle était concrètement. Abby va passer en mode 2.0 où elle s'est enfuie, elle va rejoindre les révolutionnaires et donc elle va devenir comme Luke était dans le tome précédent. Donc voilà, au moins ça dégage le perso qui me faisait le plus chier, etc. C'est pas plus mal. Concept, on est toujours sur un truc où on a à la fois des persos avec des pouvoirs et à la fois on est dans une dystopie. Je sais pas si c'est censé nous montrer que s'il y avait des pouvoirs, il y a de l'abus. Peut-être que oui. D'un côté, il y a toujours des persos avec des pouvoirs qui sont quand même du côté des gentils. Donc, je pense pas qu'on veuille non plus trop nous montrer que, attention, le pouvoir c'est mal, vous voyez. Donc non, je pense que les persos avec des pouvoirs sont juste là pour donner un côté cool au fait de mettre une dystopie, je suppose. Je sais pas trop. Je sais pas vraiment quel est l'objectif. Peut-être que c'est juste une autrice qui fait ce qui lui fait plaisir. Enfin, je sais pas, je dis autrice, peut-être que vous allez m'engueuler et me dire qu'il faut dire auteur pour une femme. Mais des fois, j'ai envie de féminiser les trucs et des fois non, donc c'est un peu bordel. Mais peut-être que l'auteur avait vraiment juste envie de mettre tout ce qui lui faisait plaisir dedans, sans avoir vraiment d'objectif particulier en tête. J'ai lu que c'était un truc qui avait commencé sur Wattpad, donc peut-être que je me prends trop la tête en voulant me demander quelle était la finalité, etc. Il y en a peut-être pas. En tout cas, c'est toujours une dystopie. Il y a des trucs assez marrants sur lesquels je reviendrai. Des pouvoirs et une dystopie, je pense que c'est toujours le concept. Déroulement de l'intrigue, on a toujours des alternances de points de vue avec celui de Luke, celui d'Abby, celui de Cillian, celui de Gavard. Est-ce que j'oublie quelqu'un ? Celui de Bouddha, toujours.
J'allais dire, c'est vrai que dans les persos que j'aime pas, il y avait Abby, mais il y avait aussi Bouddha. Bouddha qui était plus intéressante aussi sur ce tome-là. Donc globalement, il y avait beaucoup de choses qui sont devenues mieux sur ce tome, mais il y a eu des choses qui m'ont énormément dérangée, sur lesquelles je reviendrai. Donc voilà, mais le déroulement de l'intrigue est bon, parce que on a vraiment la problématique, Luke qui doit se trouver une solution chez Crovan à la fois. Bon, survivre, c'est pas vraiment un problème, parce que Cillian lui avait dit qu'il allait l'empêcher de crever. Je me souviens plus si c'était dans le tome précédent ou au début de celui-ci, mais en tout cas, il a dit qu'il ne le laisserait pas le détruire de manière irréversible. Et donc, on sait que normalement, Luke va pas mourir là-bas. Normalement, après. Mais essayer quand même de garder un peu ses souvenirs, parce que Crovan, il a tendance à formater les gens. Et puis éventuellement de s'évader si possible, ça pourrait être bien. Le château a un concept assez sympa et avec un côté un peu énigme qu'il faut résoudre pour en sortir, donc c'est assez cool. Abby, bon du coup elle va vraiment faire ce que Luke avait fait dans le tome précédent, rejoindre les révolutionnaires, organiser des manifestations, des sabotages, des machins. Ça n'apporte pas grand chose de plus, mais en tout cas c'est pas forcément dérangeant. Et puis sinon, suivre les égos au milieu de leur monde où il y a des complots et tout, c'est toujours aussi cool. Donc le déroulement de l'intrigue est vraiment sympa. On s'ennuie pas du tout, il y a de la tension, tous les persos arrivent à devenir intéressants, même Bouddha, donc vraiment le déroulement de l'intrigue est bon. La fin, j'y reviendrai. Les personnages, c'est ce que je vous disais aussi, ils sont vachement variés quand même. Abby et Luke, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y en a un qui est un mec et l'autre qui est une fille, mais c'est vraiment la même chose. D'ailleurs, il y a des persos qui disent à Abby, ouais, tu ressembles à ton frère, et plus que tu ne le crois et tout. Oui, en fait, avant, tu ressemblais juste à une midinette insupportable, et maintenant que tu t'es mis à ressembler à ton frère, t'es vraiment une copie conforme de Luke, mais... Donc tu sers vraiment pas à grand chose, Abby. Voilà, si vous aimez Abby, je suis désolée, mais moi c'est vraiment pas un personnage qui m'emballe. Sinon, par contre, les Jardines, je les trouve tous cool. Gavard, il a des côtés sympas, touchants, même dans ses côtés violents et tout, il est assez cool. Bon, Cillian, c'est toujours mon perso préféré. Jenner, il est rendu plus intéressant aussi par les choix qu'il fait. Mais voilà, je vous dis pas pour l'instant parce que ça spoilerait. Donc oui, tout le monde est intéressant. Et les persos sont vraiment variés. Bouddha, qui est une grosse arriviste, elle était déjà comme ça avant, mais vu que l'histoire avance et que sa carrière politique aussi avance, et elle aussi elle va faire des choix un peu discutables et tout, c'est cool. Mailir et Ange, qui étaient les... Enfin, là j'en appelle un par son ancien nom et l'autre par le nouveau, mais le Doc Jackson et Ange, / Mailir et Bodina, c'était des persos un peu gentils, basiques, mais comme ils ont pris cher, ils vont être un petit peu plus intéressants. Après, ce sera pas les plus intéressants, mais bon, c'est ce qui leur arrive qui est un peu intéressant, et j'ai aussi des problèmes avec ça, mais j'y reviendrai. Donc bon, le groupe où il y a Rennie, les révolutionnaires et compagnie, il est pas plus original qu'avant, mais vraiment, comme je vous dis, les égos sont cool à suivre, et donc et tous les points positifs qui étaient déjà là, ils sont quand même toujours là, et il y en a quelques-uns en plus, parce que on pouvait se demander si certaines choses allaient devenir prévisibles ou mal tournées, et bon, ça n'a pas été le cas, enfin, pas sur tous les points. Il y a plein de choses que j'ai vu venir avant qu'elles arrivent, mais je les ai vu venir genre 10 chapitres avant qu'elles arrivent. Je les avais pas vu venir dès le début que j'ai commencé la saga, donc c'est déjà pas si mal. Les persos sont globalement... on va dire qu'il y en a peut-être la moitié qui sont cool. Crovan aussi est cool, parce que je disais les égos, mais je parlais des Jardines. Crovan, franchement, c'est un méchant, il est intéressant, on a envie de le comprendre, on a envie de savoir quels sont ses pouvoirs et tout, ses côtés sadiques, qu'est-ce qu'il va faire, comment il torture les gens, et la manière dont il le fait, je la trouve intéressante et originale, et c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. J'avais peur de trouver un énième Ramsay, comme voilà, il avait son entre guillemets chien, et que c'était un peu similaire à ce qui se passait avec Théon. Je me disais, voilà, on va partir sur un Ramsay, mais en fait non, c'était pas ça, et c'est mieux. Donc voilà, beaucoup de points positifs sur les égos, mais des points négatifs sur lesquels je reviendrai. L'apparence, on a Abby qui change pas mal, parce qu'elle doit rester discrète, donc elle se coupe les cheveux, après elle se fait mettre des ajouts pour se les faire rallonger et tout, donc elle change pas mal de coiffure, c'est un truc qui m'a marqué. Sinon, on a des nouveaux persos, du coup, chez Crovan, dont on a aussi le physique, dont une Koira qui est une servante qui va devenir entre guillemets un peu amie avec Luke, dont on sait qu'elle est brune, qu'elle a des yeux un peu gris, un peu métalliques et tout ça, enfin au niveau de la couleur bien sûr, elle a pas des yeux du Bentley Hilux. Non, il faut que je sorte de Dune. Qu'est-ce que je veux dire? Non, les apparences sont toujours plutôt bien décrites. Bouddha et Bodina, on nous les a bien décrites, parce que il y a des problématiques comme quoi elles se ressemblent, et que Bodina essaye de se faire passer pour sa sœur et tout ça. Donc Bouddha, on sait bien que les deux, elles sont blondes ultra claires, limite avec les cheveux quasi blancs, et que Bouddha, elle se met les cheveux en queue de cheval et tout ça.
Donc non, les physiques sont vraiment bien décrits, on les garde en tête et on peut vraiment se faire des images mentales des gens et tout. On sait toujours que Cillian est toujours débraillée et tout ça. Donc c'est vraiment cool. Et les personnalités, bah, je vous dis, moi j'adore toujours autant la personnalité de Cillian qui est en mode curiosité avant tout et qui du coup est comme un espèce de psychopathe qui fait le mec qui ressent jamais rien et tout. Mais d'un autre côté, vu que la plupart des égos sont en mode les roturiers sont des sous-merdes et on les piétine et on les tue et on en a rien à foutre. Et puis même entre eux, ils se traitent... ils sont prêts à tout pour avoir du pouvoir et tout ça. Finalement, Cillian, il paraît plus humain que la plupart d'entre eux, enfin en tout cas que son père. Moi, c'est ce qui me semble. Gavard aussi, on sait que c'est un mec impulsif et tout, un peu comme Arthur dans... dans Peaky Blinders. Vous allez me dire, c'est peut-être une drôle de comparaison, mais c'est un peu le même genre de perso. Un gars qui boit, qui est mal dans sa peau et tout ça, mais qui a pas forcément un mauvais fond. Du coup, lui, je pense qu'on pouvait voir dès le début qu'il avait un potentiel de gentil. Bah, Jenner, j'en parle pas trop parce que ce serait du spoil. Alors vous allez me dire, oui, Gavard aussi, mais bon, je dis, Gavard, ça se voyait avec le fait qu'il aimait sa fille, qu'il avait accepté Daisy et tout ça. Bon, j'ai pas l'impression de trop spoiler en disant qu'il a un potentiel de gentil. Donc Lord Witham, c'est toujours la pire ordure qui soit. Mais il est toujours intéressant parce qu'on se demande jusqu'où il va aller. Est-ce qu'il a vraiment du respect pour rien ni personne? Est-ce qu'il est vraiment prêt à tout? Voilà, est-ce qu'il y a que sa carrière qui compte ou aussi celle de ses fils? On peut se poser des questions. Même est-ce qu'il respecte sa femme? Enfin, tout ça, on peut se demander jusqu'où il va aller dans la fils de puterie et voilà. Et on peut se dire, ah ouais, quand même. Du coup, c'est pas inintéressant, même si on peut le détester. D'ailleurs, oui, je pense que je le déteste. Et j'aurais absolument aucun problème avec l'idée qui lui arrive des trucs horribles, mais c'est intéressant. Bah ouais, je vous disais, Bouddha, elle est prête à tout aussi. Et je sais pas, le tome d'avant, je pense que vraiment, je me disais que c'était juste une grosse salope. Là, je me dis, elle a quelques petites failles, mais c'est quand même, je me dis quand même toujours majoritairement que c'est une grosse salope, mais c'est une grosse salope avec un intérêt. Enfin, ouais, elle est pas inintéressante. Alors, je vous laisse me traiter de misogyne et tout, parce que j'ai dit que c'est une grosse salope, mais... Enfin, c'est l'équivalent de la fils de puterie pour une fille, en fait. Les personnalités sont cool. Vraiment, dommage que Abby et Luke soient complètement banals. Ça va vraiment pas dans le sens de dire que les roturiers sont intéressants, mais sinon, les égos sont cool. Évolution, on pourrait dire qu'Abby a évolué parce que justement, elle est passée de midinette à meuf révolutionnaire, mais elle est juste devenue Luke, donc je sais même pas, j'ai plus l'impression que c'est un transfert de perso qu'une évolution. Alors elle va peut-être être obligée d'évoluer par rapport à des choses qui se passent à la fin et que je ne vous spoilerai pas. On verra par la suite, mais en tout cas, l'évolution, je trouve que c'est vraiment pas une caractéristique importante du livre. Gavard aussi, je pense, va potentiellement évoluer parce que sa famille le dégoûte de plus en plus. Mais encore une fois, c'était déjà amorcé avant. Cillian, il évolue parce qu'il fait du power-up. Donc ça peut être intéressant aussi sur ce plan-là. Mais bon, c'est une évolution assez concrète et... En tout cas, je dirais pas que l'évolution c'est la caractéristique principale du livre. C'est surtout l'histoire qui avance et qui confronte les persos à des situations un peu, de plus en plus qui craignent quoi. Principalement justement à cause des décisions de Lord Witham. Voilà. Je pense que non, il n'y a pas tant que ça d'évolution, il y en a un petit peu, mais c'est pas la caractéristique que je mettrai en avant. L'univers et les créatures, il y a rien de nouveau si j'y réfléchis. À part que... Ah si, il y a quelque chose. La dernière fois, je vous avais dit, je me demande si on va nous parler de l'international, parce que c'est quand même bizarre qu'il y a des pays où il y a des égos, et qu'il y a des pays où il n'y en a pas, et on peut se demander qu'est-ce qui empêche les pays où il y a des égos d'influencer les autres, et de dominer le monde finalement, parce que bon, s'ils peuvent influencer les gens mentalement et tout ça, comment ça se fait? Alors, ça fait partie à la fois des points positifs et des points négatifs. Ça a été abordé. Figurez-vous que la France, la Russie et les États-Unis sont des pays qui sont dirigés par des gens sans don. Et qu'il y a du don au Japon, en Angleterre, et c'est quoi le troisième pays? Je ne me rappelle plus. En tout cas, il y en avait un troisième. Et ils se demandaient si la Chine allait se mettre du côté des doués ou des sans-dons, parce qu'en Chine, il y a des doués, mais c'est pas eux qui dirigent le pays, ils sont allés s'exiler dans les montagnes, genre au Tibet et compagnie. Donc ils savent pas encore où ils vont se mettre, et du coup le monde a l'air un peu divisé en deux. Mais il y a l'air d'avoir une certaine hypocrisie aussi qui règne, entre guillemets, donc les pays sans dons désapprouvent les pays avec dons, et ils accueillent leurs réfugiés et compagnie, mais ils font quand même des imports-exports avec eux et tout ça, enfin du commerce et tout ça. Donc il y a une certaine hypocrisie, un peu, voilà. Et les pays avec dons ont l'air de mépriser les pays sans dons, mais sans pour autant envisager de leur faire la guerre ou de les dominer dans l'immédiat.
Je me demande bien pourquoi. Parce que concrètement, il les défonce. Après, on a quand même aussi beaucoup appris que les gens avec dons ne faisaient plus grand-chose avec. À part éventuellement influencer justement leurs adversaires politiques et tout ça. Mais du coup, ils ont l'air vachement coincés dans leur petit monde entre eux. Je comprends pas du tout pourquoi ils vont pas influencer les gens à l'international. Ça, c'est vraiment un truc qui me chiffonne un peu. Mais en tout cas, on nous dit que dans le passé, ils ont gagné des guerres grâce aux dons, etc. Que genre, ils ont repoussé Napoléon grâce aux dons et tout. Mais que maintenant, ils ont un peu oublié comment s'en servir et qu'ils font leur petit truc dans leur coin avec. Et que, grosso modo, ils se la pètent parce qu'ils ont des dons, mais ils s'en servent pas. Donc peut-être que ceci explique cela, mais c'est quand même un peu flou. Donc c'est un point positif et négatif, parce que maintenant, ça y est, on nous parle de l'international. D'ailleurs, on nous a dit qu'il y avait Internet dans le reste du monde, mais que c'était pas autorisé pour les roturiers en Grande-Bretagne. Donc ça l'est juste pour les doués, qui peuvent avoir ça sur leurs ordi, leurs portables et tout, mais on sait pas trop comment ça marche, hein, le fait que... Comment ça se fait qu'il n'y a pas des gens qui arrivent à le pirater et tout bon, on peut même supposer qu'il y en a qui doivent y arriver du coup, mais en tout cas on n'en a pas beaucoup vu, parce qu'on sait qu'il y a toujours Hilda et Tilda là qui font des trucs, qui piratent des trucs, mais je suis pas sûre qu'elles aient internet. Enfin bon, tout peut pas être parfait non plus, mais bon. Voilà, on nous a parlé d'internet à l'international et on nous a dit que c'était bloqué en Grande-Bretagne et que du coup il y avait une grosse censure et que comme ça les égos pouvaient manipuler tous les médias du pays, etc. Ouais, c'est bien qu'on creuse ce côté-là. Même si du coup il y a des trucs qui me chiffonnent un peu, mais grosso modo c'est quand même plutôt positif. Logique et cohésion, alors là il y a beaucoup de choses qui vont pas, comme je vous dis déjà, voilà, qu'est-ce qu'ils foutent les égos à l'international, ou alors les autres pays, pourquoi ils s'insurgent pas, vu que les droits de l'homme sont pas respectés et tout ça, enfin, de juste dire oui c'est pas bien, mais on n'arrête pas le commerce et tout, je sais pas, c'est pas que je me dis que c'est pas réaliste, c'est que j'aimerais en savoir plus en fait. Là, le peu qu'on nous dit, j'ai du mal à accrocher à la situation, à me dire qu'elle est vraiment crédible et tout. Et puis des problèmes de logique et de cohésion. Il y a tellement de persos qui ont fait des conneries, je vous le dirai peut-être qu'en spoil, j'hésite. Mais moi j'ai eu des problèmes de logique et de cohésion, alors vous allez me dire, ça peut être les persos qui sont juste cons, mais on nous les présente pas comme tels, donc il y a des moments ça m'a vraiment agacé. Et puis aussi le don, il y a des moments où on nous dit que ça fait des trucs de ouf, et il y a des moments où il y a des persos qui crèvent comme des merdes, alors qu'ils avaient du don, je sais pas. Oui, voilà, vous allez me dire, l'auteur sait mieux ce qu'on peut faire ou pas faire avec le don que moi. Mais il y a des moments où j'ai eu des petits problèmes pour accepter les choses, parce que voilà, on nous a dit que les gens qui avaient du don pouvaient même pas se suicider tellement le don les protégeait contre tout et tout. Et il y a un moment, sans que je vous dise qui, il y a quelqu'un qui se fait buter juste par une balle. Et voilà, quelqu'un qui avait du don, quoi. Donc oui, vous allez me dire, en gros, elle aurait pu se guérir, mais elle a été one shot et c'est pour ça que la personne est morte. Ouais. Mais je croyais que les gens qui voulaient se suicider n'y arrivaient même pas parce que le don les protégeait. Enfin, dans ces cas-là, c'est pareil, si tu te tires une balle dans la tête, je sais pas. Enfin, moi, ça m'a perturbée, vraiment. Il y a plusieurs moments où j'ai eu du mal avec la suspension de crédulité. Je me suis dit non, il y a des choses que j'accepte pas. Et ce qui est con, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'histoire qui sont extrêmement intéressantes, intelligentes. Je vous ai dit, je vous en reparlerai en spoil parce que je veux vraiment pas vous le spoiler tellement j'ai trouvé ça cool. Mais ce qui se passe chez Crovan, c'est vraiment intéressant. Et il y a plein de bonnes idées comme ça. Et il y a plein de persos cool, il y a plein de choses qui se passent qui sont des retournements de situation intéressants, des persos qui tentent des trucs cons et qui ratent. Donc heureusement, c'est pour ça aussi que j'ai pas trouvé ça complètement nul. Mais je trouve ça quand même dommage qu'ils aient tenté des trucs aussi cons, alors que c'était pas censé être des persos cons. Donc voilà, je suis un peu dépitée. Niveau logique et cohésion, je dirais qu'on est vraiment plutôt dans le négatif là. C'est vraiment la catégorie où j'aurais le plus envie de mettre de points noirs. Mystère et découverte, il y en a toujours parce que Cillian, il est complètement en train d'explorer les possibilités du don. Et ça, moi, c'est vraiment le truc à chaque fois qui me passionne le plus quand on est de son point de vue. J'adore justement le fait d'essayer de découvrir comment marchent les pouvoirs, qu'est-ce qu'on peut faire avec, aller plus loin, etc. Donc grave, ça me fait plaisir. D'un côté, il y a aussi Gavar et Bouddha qui explorent un peu plus leurs dons, et je suis très contente qu'ils le fassent parce que je trouvais ça dommage en fait. Je trouvais que c'était un peu du gaspillage qu'ils le fassent pas, et ils ont l'air de commencer à s'en rendre compte. Mystère et découverte, il y a tout le mystère autour du château de Crovan, de savoir comment ça marche, vu que c'est un espèce de piège où les prisonniers sont coincés et tout. C'est vraiment intéressant aussi. Globalement, il n'y a pas que le château, il y a le domaine entier de Crovan, parce qu'il y a aussi une eau mystérieuse qui est autour et qui a un pouvoir par rapport aux dons et tout. Il y a plein de trucs, vraiment, mystère et découverte, c'est une catégorie pour le coup qui serait dans le positif. L'écriture, elle est toujours moyenne plus, je dirais. Il y a des trucs sympas. Globalement, je trouve quand même que c'est plus l'univers et les persos qui sont cool que l'écriture, mais en tout cas, j'ai pas vu de défaut majeur dans l'écriture. Poésie et contemplation, il y en a un peu.
Il y a des paysages cool. On va sur des îles et tout, en Écosse et tout ça, donc ouais, il y a des paysages sympas. Et puis il y a des idées, justement le truc, le château de Crovan et tout, ça fait très conte. Et donc il y a un petit côté qui pourrait être un peu poétique là-dedans. Toujours les devises aussi des familles. Justement la devise, je sais plus si je vous l'avais dit, des Jardines, que c'était avec l'emblème de la salamandre, je brille mais ne brûle pas, je trouve ça vachement cool. Et là, sur Crovan, c'est chaque heure blesse, la dernière tue. Je trouve ça super classe aussi. Donc le fait que toutes les familles comme ça aient leurs petites phrases en latin en rapport avec les compétences, on va dire, de leur famille, je trouve ça vraiment stylé. J'apprécie beaucoup. Suspense et action, il y en a aussi. Luke, dans le château de Crovan, il se retrouve avec des meurtriers. Donc c'est pas de tout repos de vivre avec ces gens-là. Il y en a certains qui vont lui inspirer de la pitié, d'autres de la peur. Et voilà, ce que Crovan leur inflige, entre guillemets, crée des problématiques par rapport aux interactions entre les persos. Donc c'est intéressant. Il y a toujours la révolution à côté, mais la révolution, franchement, c'est vachement répétitif. Et pour moi, c'était vraiment pas le côté intéressant du truc. Parce que ils font des manifestations, des grèves, des trucs, mais à chaque fois, ça se fait réprimer. Et puis, bon, c'est toujours pareil, en fait. Donc, pour moi, ça, c'est pas... Je sais pas, je trouve ça basique. Et je trouve pas que ça apporte grand-chose. Mais après... c'est qu'une partie de l'histoire, et justement de voir comment les égos gèrent ça, ça c'est intéressant pour le coup. Et j'ai beaucoup aimé justement voir Witham et Bouddha et compagnie qui reçoivent des rapports sur ce qui se passe dans la Révolution et qui se disent on va réagir comme ci, on va réagir comme ça, on va faire de la langue de bois, on va demander aux journalistes d'écrire des articles pour tourner en ridicule les insurgés et tout ça. Ça c'était intéressant. Donc, mais ça c'est pas vraiment du suspense et de l'action, vous allez me dire, mais du coup il y en a, même si c'est pas forcément le truc qui m'emballe le plus, il y en a. Les dialogues, ils sont sympas. C'est encore mieux quand on a un acteur pour nous les lire. Il prend des voix différentes pour faire parler les persos. Il a vraiment des petites intonations sarcastiques, un peu distantes, moqueuses quand il fait parler Cillian, une voix un peu plus cassée quand il fait parler Gavard, un ton assez aristocrate moqueur quand il fait parler Crovan ou Witham. Il prend un peu une voix plus aiguë quand il fait parler Bodina ou autre. Donc c'est toujours plus vivant. On peut bien repérer les persos et tout. Alors après, c'est plus difficile pour moi de dire si ça vient de l'écrit ou pas quand il y a un mec qui fait des voix. Mais je dirais quand même que ça va. Puis, ils ont quand même leurs tics, leurs caractéristiques et tout. Crovan et Witham, c'est des connards et ça se voit dans leur manière de parler et tout. Non, franchement, c'est pas mal. Crédibilité, réalisme, oui, il n'y a rien vraiment qui m'a choqué, comme je vous dis. Je vois pas de problème. Originalité côté marquant, non, je dirais pas qu'il y en ait non plus, parce que c'est pas à ce point-là, quoi. Les dialogues, ça casse pas non plus des briques. Mon note globale, j'ai vraiment hésité à mettre 6 ou 7. C'est vraiment parce que je vous dis, les choses qui m'ont dérangé au niveau crédibilité, elles m'ont vraiment dérangé. Il y a plusieurs moments où j'étais en train de lire, je me disais non, c'est pas possible, je vais redescendre à 6. Et en fait, à chaque fois, après, on arrivait sur des nouveaux événements, des retournements de situation ou quoi, où je me disais « Oh, c'est cool ! Oh, bah franchement, je suis contente que ça se soit passé comme ça. » En partie que les héros, etc., en prennent plein la gueule. Bon, ils avaient tenté des trucs cons, mais justement, ils se sont fait... non seulement ils n'ont pas réussi, mais en plus, ils se sont fait défoncer, entre guillemets. Moi, j'aime bien voir les héros souffrir. Donc, il y a plein de moments où je me suis dit « Oh, bah c'est super cool que ça ait tourné comme ça. » Et puis, il y a même des trucs que j'ai trouvé limite incohérents, mais qui débouchent sur des difficultés pour les persos principaux. Donc je trouve ça moins énervant quand ça fait ça, que quand c'est dans le sens où ça leur facilite tout. Cela dit, voilà, je vous dis, j'ai oscillé entre le 6 et le 7. Le précédent, j'étais vraiment sur un 7, et là, j'ai vraiment oscillé entre le 6 et le 7. Je reste sur un 7, parce que globalement, j'ai passé un bon moment, qu'il y a plein de trucs que j'ai trouvé osés. Je vais vraiment vous les dire en spoil, je préfère vraiment rien vous spoiler, parce que j'ai trouvé ce livre cool. Et que je vous conseille toujours de le lire du coup. Il y a plein de trucs que j'ai trouvé osés et intéressants. Et globalement, je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre et de continuer cette saga. J'ai vraiment l'impression que ça m'apporte quelque chose et que ça explore des pistes inhabituelles, etc. Donc les côtés positifs l'emportent, mais au niveau crédibilité, j'ai vraiment été très dérangée. Et donc, sur le premier, on était sur un set où je me disais... c'est un bon set et l'univers promet, peut-être que ça sera plus par la suite. Maintenant, j'y crois plus. Maintenant, je pense que soit on va rester sur un 7 pour le tome 3, soit je vais basculer vraiment sur un 6, parce que si jamais il y a des éléments qui me semblent pas réalistes et qui cassent la crédibilité et tout ça sur la fin de l'histoire,
Là, je vais probablement pas être capable de remonter. Ça pourrait sentir les défauts de Cassandra Clare ou quoi, où ça va se finir sur un truc où du coup, tant que l'auteur veut mettre des difficultés sur ses personnages, elle en met. Et du coup, je me dis, bon bah, ça va, parce que grosso modo, ils prennent cher, même s'il se passe des trucs chelous. En fait, là, si j'ai réussi à accepter les choses qui m'ont dérangé, c'est parce que les conséquences qu'elles ont eues n'étaient pas décisives. Mais du coup, si ça le fait sur la fin de l'histoire, là, ça va certainement me déranger. Donc, il est possible que sur le troisième, je mette 6, sauf si vraiment ça s'améliore au niveau crédibilité dans le troisième. Mais là, je trouve que ça pue. Le premier, il n'y avait pas autant de problèmes parce que ça prenait entre guillemets moins de risques. Enfin, c'était que le début de l'histoire, en même temps, on posait plus les bases. Là, il y a beaucoup de choses qui me laissent dubitative. Et je pense que je vais limite avoir plus de choses à dire en spoil qu'en non-spoil sur ce livre. Donc attention, on arrive dans la catégorie spoil. Et je ne vais pas parler que de la fin, c'est moi qui vous le dis. Alors, qu'est-ce qui m'a dérangé en premier ? Déjà, je suis pas sûre d'être capable de tout retrouver. Comme je vous disais, j'ai adoré le château de Crovan, on va aussi parler des points positifs. Le concept de la porte des heures et la dernière porte qui tue, le fait qu'il veut leur prouver que, en gros, c'est l'humanité qui est horrible, c'est pas les égaux, et que du coup, les sans-dons, ils font des choses aussi horribles, voire plus, que les gens avec dons. En gros, voilà, eux, ils ont juste un talent supplémentaire, mais sinon, c'est l'humanité qui est dégueulasse. Moi, c'est un peu près ce que je pense, même si j'ai bien conscience qu'il y a des gens qui sont pires que d'autres. En gros, le concept, c'est que ceux qui viennent d'arriver, ils sont reçus comme des invités, ils bouffent des plats sophistiqués, ils ont des servants qui s'occupent d'eux, ils sont bien habillés, enfin, ils vivent totalement comme des égaux, comme des bourges, comme des riches, tout ça. Et au bout d'un moment, c'est lui qui décide quand, donc c'est pas du tout prédictible. Il va les faire basculer dans la seconde catégorie, qui est la catégorie des serviteurs, qui non seulement du coup servent les autres, mais qui surtout sont en libre accès pour les autres, parce que comme ils ont tous des colliers, ils décident un peu qui a des droits où. Enfin, ceux qui ont tous les droits ont le droit de tabasser les servants, et les servants, eux, n'ont pas le droit de tabasser les premiers, entre guillemets. Bah, du coup, ça fait que y a des gens qui vont tabasser des gens, ou violer des filles, ou faire tout ce qu'ils veulent chez les servants, et qui se comportent comme des grosses ordures. Et voilà, histoire de désespérer de la nature humaine aussi chez les sans-dons. Et puis de désespérer parce qu'en gros, quand t'es servi comme un riche et tout ça, tu te rends bien compte que c'est pas pour ça que t'es heureux, même si c'est un peu parce que en gros t'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, t'as bien l'occasion de te rendre compte que bah non, en fait, que ça t'apporte rien. C'est assez ouf, et du coup, ils pourront jamais sortir de là, sauf par la dernière porte, donc il y a une porte qui tue. En gros, il va leur dire, le seul moyen de sortir d'ici, bah, c'est d'accepter la mort, et avant que vous ayez accepté la mort, il faut que vous ayez accepté la réalité de ce monde, donc en gros, que vous disiez, oui, vous les égaux, vous êtes meilleurs que nous, effectivement, on est des grosses merdes, etc. Donc c'est vraiment génial, la scène où il y a une meuf qui dit qu'elle accepte de crever, et que du coup, voilà, il lui donne l'absolution devant la dernière porte, donc elle va lui dire à quel point il est génial et à quel point elle l'aime et tout avant qu'elle aille crever. Franchement, je trouve ça trop bien. J'adore ce truc, du coup, parce que j'avais vraiment très peur, comme je vous dis, d'un mec qui va juste torturer les gens dans sa cave et tout ça. Et là, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus en mode torture psychologique. Et puis aussi, ce qu'il fait, le mec, c'est qu'il torture les gens en rapport avec le crime qu'ils ont commis, et qu'après, il leur efface la mémoire. Alors, je comprends pas trop pourquoi il leur efface la mémoire. Bon, c'est certainement parce qu'il est sadique et qu'il a envie de les surprendre. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'il fait en eux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, du coup. Parce que bon, du coup, il y a son majordome qui s'appelle Devin, je crois, qui est un mec qui a apparemment tué son ancien maître parce que il était dévoué à son service et tout, mais que le gars voulait revoir ses enfants. Et en gros, il lui a menti en disant qu'il donnait ses cadeaux et son argent et tout à ses enfants, mais en fait, il les gardait pour lui. Et quand le mec a appris ce qu'il était en train de faire, il l'a tué parce que sinon ça laisse savoir, quoi, et parce que c'était la dernière chose qu'il pouvait faire avec, en gros. Mais en gros, le mec était juste possessif,
Et donc là, il est avec Crovan en mode aussi, je suis ton majordome, je te sers et je t'aime et je fais n'importe quoi pour toi. Crovan s'amuse à le défoncer de temps en temps et après lui effacer la mémoire et du coup regarder le choc sur son visage et tout quand il se fait défoncer et que limite il comprend pas ce qui lui arrive parce qu'il est en mode mais c'est pas possible, c'est mon maître bien aimé, machin. Donc voilà, et je trouve ça vachement cool aussi, même si ça m'a un peu mis en mindfuck sur l'intérêt que ça a pour briser les gens parce que du coup, comme tu lui effaces les mémoires, tu brises rien du tout, mais bon, admettons que ce soit juste pour le plaisir sadique. Donc tout ça c'est vachement cool, et puis donc il y a Koira qui est une servante, mais que les autres n'ont pas le droit de toucher, et donc on se demande pourquoi. Bon, moi je m'en étais doutée dès le début, je vous avoue, enfin, quand on la voit la première fois et qu'elle dit ouais moi je suis là depuis que je suis petite, j'ai commis un crime horrible mais je me rappelle plus ce que c'était, on m'a pris ses souvenirs et tout, j'avais pas compris ça tout de suite, mais quand les mecs voulaient frapper les servantes, là, le connard, le Blake, là, qui voulait violer des filles et les frapper et machin, et que Koira s'interpose et que Luke lui dit mais comment ça se fait que toi, même si t'es une servante, t'as un statut spécial, ils peuvent pas te frapper et tout, et elle dit bah je sais pas, je pense que c'est parce que Crovan il a mis une protection sur moi parce que comme je suis arrivée quand j'étais enfant, il trouvait que c'était trop cruel. Moi je me suis dit direct non. Crovan, c'est pas un mec qui se dit que blesser des enfants c'est trop cruel. Il y a autre chose. et je m'en suis doutée, que je me suis dit, obligé, c'est une enfant à lui. Alors au départ, je me disais ça doit être une bâtarde. Bon, finalement, Luke après comprend que c'est pas le cas, parce que si c'était une bâtarde, elle aurait pas pu donner l'autorisation de passer la dernière porte et tout, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionnait chez les Jardines. Après, je me disais, ça fonctionne peut-être pas pareil chez tous les égaux, voilà, mais bon. Apparemment, ce serait sa fille légitime. Donc il nous reste à apprendre, certainement dans le dernier tome, et j'ai hâte de le savoir, pourquoi Crovan a enfermé sa fille légitime chez lui avec ses prisonniers, et pourquoi il lui fait subir tout ça. C'est peut-être juste pour la rendre plus forte, hein. Peut-être qu'on va nous dire un truc comme ça. Moi, je trouverais ça cool, à la limite, ça me paraîtrait cohérent avec le personnage, vu qu'il a décidé que l'humanité était dégueulasse, et qu'il est hyper sombre et distant, etc. Peut-être qu'il fait juste ça pour l'endurcir, et pour lui apprendre que la vie c'est de la merde. Ça se tient, et je trouve ça intéressant, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage de Koira et la relation avec Luke, où au début c'était pas gagné et finalement il se rapproche et tout. Julian, le mec qui devient ami de Luke du coup, et en fait après on apprend que c'est le criminel qui a torturé la sœur de la fameuse Astrid, qui est la meuf la plus sadique que connaît Bouddha, qui fait des interrogatoires et tout chez les égaux, et qui justement déteste les sans-dons parce que sa sœur a été tuée par l'un d'entre eux, tuée après avoir été torturée, violée et tout, et qu'on apprend à la fin que c'est Julian. Ah, ça, j'ai trouvé ça génial aussi, parce que du coup, le mec, Koira disait depuis le début qu'elle le sentait pas, et Luke, il était en mode, mais non, mais il est sympa, c'est mon meilleur ami et tout, ouais, c'est ça. Et qu'on l'apprenne comme ça, et qu'il c'était un mythomane et tout. Je m'en doutais un peu que c'était un mythomane, mais par contre, j'avais pas vu venir que c'était lui qui avait fait ça, même si on nous en avait parlé avant. Bon, je l'ai vu venir avant qu'on nous le dise. En fait, je crois que c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais dans ce livre, j'ai pas trouvé ça dérangeant, parce que du coup, j'ai pas vu venir les choses dès le début, j'ai vu venir les choses un peu avant qu'elles arrivent à chaque fois. Ouais, c'est ça, quand Astrid vient, et qu'elle dit qu'elle emmène Blake et Julian, là j'ai compris que c'était lui. Mais avant qu'on nous l'explique. Mais avant, quand on nous parlait juste de Julian et qu'on nous disait il a commis un crime, mais on nous disait pas ce que c'était, j'avais pas percuté que c'était ça, et franchement c'est cool. Donc ça aussi c'est une bonne idée. Il y a tellement de bonnes idées. Par contre, j'ai pas compris ce qu'ils ont foutu. Pourquoi ils se sont... Enfin, je sais pas pourquoi je parle toujours au pluriel. L'autrice, pourquoi elle a décidé d'exterminer tous les révolutionnaires. Alors certes, je trouve ça cohérent, logique et tout ce qu'on veut, qu'ils arrivent pas à leur fin, et que les égaux les défoncent. Mais je trouve complètement naze la manière dont ils se font défoncer. Mélire qui se fait tuer par le majordome de Crovan, j'ai pas compris l'intérêt. Il aurait pas pu juste se faire mourir, je sais pas moi, en passant par le château. Alors bon, après, si le château fonctionnait pas de cette manière et tout, j'en sais rien, mais là j'ai pas trouvé ça intéressant. Ou alors on va peut-être dire, ça pourrait être intéressant si Crovan se doutait que Devin allait faire ça. Parce que là, en gros, on nous a dit, Devin le bute, Crovan ne l'a pas trop engueulé, il a fait genre « Oh !» En fait, s'il lui avait demandé de le faire, personne ne l'aurait su. Ça aurait pas été dit. Moi, je trouve que ça aurait été plus classe si y avait eu un vrai combat, un vrai duel entre les deux côtés. Là, on dirait que Mélire, il est juste venu comme une mouche qui vient se brûler sur un halogène, en fait. Il est arrivé, puis il est mort, comme une merde. Il n'y a même pas eu de duel, de suspense, rien. Il est venu, il est mort. Et puis leur plan, mais il était à chier.
C'est de ça que je dis, mais Abby, elle était pas censée être débile. Dans le livre précédent, on nous avait dit qu'elle faisait des comptes et tout, qu'elle était limite un peu surdouée, etc. et qu'elle gérait super bien les comptes de la famille et tout. Qu'est-ce qu'elle a foutu ? Qu'est-ce que c'est que ce plan ? Puis pourquoi Mailir il accepte ? Pourquoi Boudine, comment elle s'appelle là Bodina, elle accepte. Désolée, je mélange les noms, ça fait Boudina, c'est très moche, mais de toute façon, Bouddha et Bodina, c'est très moche aussi comme prénom, je trouve. Qu'est-ce que c'était que cette idée de venir sauver Luke ? Je veux dire, le seul avantage qu'ils avaient, les révolutionnaires, c'était justement d'avoir des égos dans leur camp. Et le seul avantage que Mailir et... Enfin, Mailir, du coup, il était un peu grillé, il était un peu dans la merde. Mais le seul avantage qu'ils avaient, c'était que Bodina n'était pas grillée. Et cette conne, elle va chez Crovan. Mais pourquoi, putain, meuf ? Si encore elle avait réfléchi et qu'elle avait dit « Oui, mais je sais qu'il parlera pas parce que telle ou telle raison, j'ai des trucs pour le faire chanter ou je sais pas. » Mais là, tu vas chez lui. Tu risques ton anonymat. Donc tous les révolutionnaires que vous avez planqués chez vous, je vous le rappelle, les mecs, ils dépendent de vous pour leur survie. En plus, voilà, vous allez sauver Luke. On parle d'un mec sur une vingtaine de gens. Ils ont abrité tous les révolutionnaires chez eux en mode on les a sauvés de 1000 morts pour pas qu'ils se fassent interroger. S'ils se faisaient interroger, on allait les griller, etc. Je vous le rappelle aussi. Je vous avais sauvé 15-20 personnes, etc. Vous allez mettre tout ça en péril pour aller sauver Luke. S'il vous plaît, au bout d'un moment, je veux bien que vous soyez les gentils et que vous laissez personne derrière vous, etc. Mais il faut quand même être un petit peu réaliste. Je sais pas, mais... Même Luke, il voudrait pas que vous alliez tous vous suicider pour essayer de le sauver. Les gens, ils préfèrent se sacrifier pour sauver une personne pour en sauver 20. Là, on n'est pas en train de parler juste de Abby. Que Abby veuille sauver Luke, je trouve ça normal. Mais que les autres acceptent, qu'ils viennent et qu'ils suivent son plan ridicule là de dire on va aller là-bas, on va faire croire qu'on est... je sais pas, on va faire croire que on vient le réquisitionner pour je sais pas quoi. Enfin, non mais... Puis Mailir qui leur a pas dit et qui voulait se faire prendre en otage, s'il te plaît... Que tu sois héroïque, mais sois pas débile non plus. Enfin là, les mecs se sont pas parlé entre eux. Je vois pas dans quel univers. En fait, je me dis pas que c'est impossible que les gens soient aussi cons. Mais je trouve que c'est pas très intéressant du coup, en fait. Si les révolutionnaires, c'est juste une bande de branquignoles comme ça, qui sont tellement héroïques qu'ils sont partis sans se parler entre eux, honnêtement, etc. Et que du coup, ils ont décidé les uns les autres qu'ils allaient se sacrifier chacun individuellement. Et que du coup, ça leur met des bâtons dans les roues et ça les fait tous crever comme des merdes. À moins que vous ayez envie de nous prouver que l'altruisme c'est mal, je sais pas. Mais dans ce cas-là, il fallait plus nous expliquer quelle était la philosophie de chacun et insister sur le côté tragique du truc. Mais là, on nous l'a présenté comme si c'était un plan qui était cool. Bah, il a mal tourné, bizarrement. Mais putain, mais j'ai trouvé ça juste énervant à voir. Alors évidemment, après, comme ça se termine mal, je me dis, ok, admettons. Et j'arrive à me réimpliquer dans le livre, à resuivre, à rééprouver du plaisir. Mais voir des persos qu'on suivait et qui étaient censés être intelligents sur le papier, faire des trucs aussi cons, ça m'a vraiment agacée et sorti de l'histoire. Donc ça, c'était le premier moment. En fait, après, c'est pareil quand Bodina invite Bouddha sur le pont pour qu'elle se parle. Elle a organisé une révolution. Et en gros, ils espèrent... je me rappelle plus comment s'appelle la ville qu'ils ont mis à l'arrêt avec des grèves. Et en gros, ils espèrent que s'ils font durer la grève suffisamment longtemps, le reste du pays suivra et qu'ils pourront paralyser le pays. Et Bodina, apparemment, son idée, c'était que si elle parlait à Bouddha, elle arriverait suffisamment à la mettre en dissonance cognitive pour qu'elle la tue pas et que du coup, elle discute et que ça prolonge les journées. Voilà, en gros... Mais... Meuf, mais comment t'as pu ne pas penser que des mecs comme Witham Jardine et compagnie, ils en auraient rien à foutre de te buter ? Moi, je me suis dit, elle fait ça parce qu'elle sait qu'avec le don, elle est invulnérable. Et la meuf, elle se fait one-shot par un sniper. Mais là, j'étais sur le cul. Je me suis dit, mais... Ça fait depuis le début du bouquin que tu nous répètes que comment elle s'appelle, la tante Terp, elle pouvait pas se suicider parce que elle avait un don qui la protégeait. Cillian a été obligée de comprendre comment on faisait pour retirer les pouvoirs des gens pour pouvoir lui permettre de se suicider en toute liberté. Bodina, pour se suicider, il lui a suffi d'aller sur le pont et de se faire prendre une balle dans la tête par un sniper. Ça avait jamais été dit avant que si tu tirais une balle dans la tête d'un égo, il mourrait. On nous a montré qu'il survivait à une explosion, on nous a montré que la tante Terp ne pouvait pas se suicider. Depuis le début, on nous montre que les égos sont cheatés. Et là, que Mailir soit mort d'une balle dans la tête, je m'en fous, il avait plus de dons. Je m'en fous pas parce que j'ai trouvé ça dommage d'un point de vue narratif en fait de tuer un perso important, de faire tuer par un perso secondaire par surprise alors qu'il était devant un des méchants principaux. Je trouve ça dommage que ce soit pas le méchant qui ait donné l'ordre de le buter ou qui ait profité de l'occasion pour le torturer
en faisant genre non, je sais pas où il est, etc. Les gens ne peuvent pas rentrer dans son château. Enfin, de toute façon, il les voit venir quand ils arrivent, donc il aurait tout à fait eu le temps de le faire disparaître. Mais enfin, je trouve ça dommage, en fait, que ça ait pas été là pour renforcer le côté flippant de Crovan et qu'on les fait tuer par un perso secondaire qui est pas complètement naze, mais qui est pas... Voilà, c'est un perso secondaire. Je trouve ça dommage d'un point de vue narratif, mais je trouvais pas que c'était pas crédible. Mais alors, par contre, là, le coup de Bodina qui se fait one-shot alors qu'elle est en train de parler avec Bouddha... Effectivement, après que Witham dit « Oh, bah, je suis bien content de l'avoir buté, cette connasse. En plus, j'ai fait croire à Bouddha qu'on n'avait pas fait exprès et tout. Puis cette conne, elle m'a cru. Oh, c'est bien, et machin. » Ça, ok, c'est cohérent avec le personnage, mais rien nous avait préparé à l'idée que les égos pouvaient se faire one-shot par une balle dans la tête. J'ai passé toute la fin du chapitre à me dire non, c'est pas possible, elle va revenir, c'est une blague, ils avaient fait... c'est un hologramme, c'est une projection de don, c'est quelque chose. Non. Elle est vraiment venue en première ligne, alors qu'elle savait, normalement, qu'elle pouvait mourir d'une balle dans la tête. Et elle est quand même au courant que les mecs, ils ont des snipers et tout, qu'ils ont les moyens d'arrêter une révolte. Enfin, pourquoi, meuf? Pourquoi t'es venue là? T'étais le meilleur avantage de la révolution. Tu t'es sacrifié, mais si t'en as quelque chose à foutre des idéaux que tu défends et tout, mais pourquoi tu fais ça? C'est vraiment... Les révolutionnaires, c'est des débiles. C'est un peu énervant, réellement, de dire, bon, les égos, voilà, eux, ils sont intelligents, on nous montre Witham et ses plans tordus, c'est cool, c'est classe, Cillian qui fait des trucs de ouf avec le don, c'est cool, c'est classe, mais les révolutionnaires, c'est des branquignoles. C'est vraiment énervant. C'est juste que, voilà, ça m'a laissé sur le cul. Et après, il y a les mecs qui viennent arrêter Rennie. Les autres avaient eu le temps de partir avant, il y avait plus qu'Abby et Rennie dans la maison. Les mecs arrivent parce que ça je trouvais bien parce que on était au courant que Bouddha avait grillé Midsummers, qu'ils arrivent dans la maison, que Abby arrive à s'enfuir, classique, voilà, hein. Un peu cliché, un peu mais classique, normal. Je me disais qu'est-ce qu'Abby va faire. En plus on nous insiste sur le fait qu'elle a 4 numéros dans son téléphone. Je me disais est-ce qu'elle va appeler Armoria parce que la meuf les a aidés depuis le début et elle les a jamais dénoncés et tout. Est-ce qu'elle va appeler Midsummers? Ce qui voudrait dire que probablement, si elle fait ce choix, ça va mal tourner pour elle parce que Midsummers est un peu grillé. En même temps, autant rester avec les révolutionnaires jusqu'au bout. John Fiers, stylé, John Fiers qui développe une relation avec Bouddha, qui est en mode je suis en kiff sur lui et j'assume pas du tout parce que je méprise les sans-dons. Lui, on sait pas s'il est sincèrement intéressé par elle ou s'il fait juste ça pour la manipuler. Leur relation, elle est vraiment stylée. J'ai trouvé ça super stylé aussi que Bouddha finisse par accepter de coucher avec Witham, même s'il la dégoûte et tout. Parce que ça se voyait que c'était une meuf arriviste qui était capable d'aller jusqu'au bout, entre guillemets, dans la saloperie pour avoir du pouvoir. Et c'est super bien fait pour sa gueule que lui, il fait elle pense qu'elle va être la prochaine chancelière et lui, il est en mode oui, ça serait bien, le pays serait plus stable et tout si on avait un poste de chancelier à durée indéterminée. Et elle est en mode non, putain, non, moi je suis venue ici pour prendre ta place, mec, en fait. Tout ça, j'ai trouvé ça hyper stylé. Donc le personnage de John Fiers, il est cool. Donc oui, est-ce que Abby aurait appelé John Fiers si ça avait été le cas? Le mec lui aurait sûrement dit non mais meuf, je peux pas t'aider et tout, débrouille-toi. Ça aurait été triste. Et peut-être qu'elle se serait fait arrêter en essayant d'aller le voir quand même alors qu'il lui avait dit non ou un truc comme ça. Bon, la meuf appelle Jenner. Alors Jenner, moi je sais pas vous, mais je trouvais que ça se voyait déjà dans le tome 1 que ce mec c'était... comment on va dire ça pour ne pas choquer les minorités? C'était un lâche. Je trouve que ça se voyait en fait. Le mec, il est en mode ouais, je suis sans don mais j'assume. Puis en fait derrière il chiale. Et il est en mode ouais, ma famille, voilà, je suis la dernière des merdes et tout. Mais tu sens qu'il a juste envie d'être aimé par eux et tout. Tu sens le genre de mec... ça me fait penser à un perso, je me rappelle plus son nom, dans le film La Vague, ou le livre aussi d'ailleurs, le mec qui devient un espèce de gros nazi pour plaire à son prof, et parce que en fait c'est la première fois de sa vie qu'il arrive à faire quelque chose de bien, entre guillemets, enfin, à ses propres yeux, qu'il arrive à avoir l'impression d'être quelqu'un. Jenner, c'était ça, quoi. Je le voyais avec son potentiel de nazi, en fait. Je suis contente qu'il ait fait ça, parce que Abby, qui était en kiff sur lui et qui se voyait en mode histoire d'amour idyllique avec le mec sans don qui, du coup, est plus humain, etc., qui était en mode « Non, mais toi, t'es pas comme tes frères ». Et tu sentais que c'était dans sa tête et que le mec, elle le connaissait pas. Elle l'idéalisait juste parce qu'il était mignon et tout. Et parce que, il était sans don, donc elle se disait « Oh, le pauvre, il est faible, il est vulnérable, moi, je vais l'aider ». Je trouve que c'est tellement bien fait pour sa gueule. Mais par contre, qu'elle l'appelle... Je veux dire, déjà, j'étais étonnée, en fait, quand le mec est venu chez Meilir et Bodina. J'étais étonnée qu'ils viennent, qu'ils prennent ce risque. J'étais étonnée aussi que eux l'acceptent. Surtout ça, en fait. Je me suis dit, mais les gars, vous laissez rentrer Jenner, le mec qui fait partie de la famille Jardine, vous avez pas l'impression
que ce mec, il a un potentiel de balance, mais de ouf en fait. Non, ils l'ont laissé rentrer. Alors encore une fois, je les trouve mais d'une débilité extrême. Parce que moi je me disais, mais même si c'était pas un enculé, bon voilà, je l'ai dit, l'insulte homophobe. Je dis ça parce que c'est un ami aujourd'hui qui m'a dit que Marlène Schiappa apparemment avait dit que enculé c'était une insulte homophobe. C'est pour ça que je délire là-dessus, parce que je vois pas en quoi en fait, on a tous un cul. Bon. Donc en gros, même si Jenner n'était pas un connard, n'était pas un fils de pute ou un lâche ou tout ce que vous voulez, en fait il a pas de dons le mec, et dans sa famille ils ont tous des dons de ouf. Donc les mecs, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient lire dans les esprits des gens, qu'ils pouvaient extraire des informations, etc. Jenner, il est parti, il a fait genre oui, j'ai dit que j'allais voir des amis. Et Cillian, il fait genre ah bon, il a des amis, lui. Ouais, bon, ça va parce que c'est Cillian, et que Cillian, on sent qu'il aime bien laisser les gens faire leur vie et regarder ce que ça fait et se marrer. Mais si c'est. Si, genre, Talia, sa mère, elle dit ça à Witham, lui, il va se dire tiens, c'est bizarre, je vais peut-être aller regarder dans son esprit qui sont ses amis. Mais ça paraît juste évident, en fait. Et les gars, on nous dit, ils ont voulu lui imposer le silence, et je crois qu'au final, ils l'ont pas fait. Mais attends, mais ça va pas dans vos têtes, enfin, vous laissez rentrer Jenner chez vous et vous lui imposez pas le silence. Genre, on s'est engueulé, mais finalement, on l'a laissé partir, il nous a convaincus qu'il aimait vraiment Abby, mais on s'en fout qu'il aime vraiment Abby. Vous pouvez, enfin, les égos, ils peuvent extraire les informations. Vous êtes des égos, Bodina et Mailir, vous le savez, en fait. Vous faites quoi dans votre tête? Vous faites quoi dans votre vie? C'est quoi cette logique de merde? Je comprends pas. Le mec, je sais pas, les pouvoirs des égos, il y a des moments, les persos se comportent comme s'ils n'existaient pas. On nous a montré qu'on pouvait extraire des trucs des pensées des gens, donc non, vous laissez pas un mec venir chez vous, voir que vous hébergez des révolutionnaires et tout, et repartir chez les Jardines. Vous ne faites pas ça. Et donc voilà, j'en reviens à Abby, elle appelle Jenner qui lui dit... Alors moi, sur le coup qu'elle appelle Jenner, je me disais, franchement, s'ils se retrouvent et que ça se passe bien, je vais être déçue parce que je trouve ça quelconque comme histoire. Mais si Jenner lui dit non, mais maintenant j'ai des responsabilités, je peux pas t'aider, machin, elle l'aura bien mérité, elle va avoir le cœur brisé, mais je serais pas étonnée. Et Jenner qui lui dit viens chez moi dans la nouvelle maison dans laquelle on a emménagé, la maison est tellement grande, il y a 300 pièces, on en utilise que 80, tu pourras très bien te cacher là et tout. Et Abby elle y va. J'étais en mode mais meuf, mais ça pue le piège à 2000%. Alors ok, t'étais amoureuse, mais enfin tu t'es rendu compte depuis le temps que le mec tu l'avais idéalisé ou pas? Je croyais que t'étais censée être redescendue sur Terre, être devenue concrète, être devenue révolutionnaire, machin. Je croyais que t'étais plus une midinette de merde, meuf, et qu'est-ce que tu fais? Elle y va, mais comment tu peux accepter d'aller dans la maison où il y a le mec qui a fait emprisonner ton frère, qui fait exécuter des tonnes de gens, qui a rétabli, enfin, je sais pas si elle le savait encore à ce moment-là, qui avait rétabli la tradition de la foire du sang, ou qui veut faire exécuter les condamnés par les foules, etc. Mais le mec, voilà, je trouve même pas de mots pour le qualifier, c'est une ordure internationale. Tu vas chez lui. Je veux dire, tous les problèmes que vous avez sont arrivés à cause de cette famille. Tu vas là-bas, juste parce que t'aimes Jenner et qui t'a dit « Oui, mais en gros, si tu dors dans une petite pièce, ça va aller, personne s'en rendra compte. » Mais dans quel univers c'est valable, ce truc? Je sais pas. Fallait vraiment qu'elle soit totalement désespérée. Je comprends pas, parce que justement, t'avais 4 contacts. Ça aurait été ton dernier contact, genre tu connaissais plus personne, tu savais même plus où aller, t'avais plus à manger, t'avais pas envie de devenir une pute pour survivre, etc. T'appelles Jenner, ok, mais là t'avais 4 contacts. Jenner il te répond tu viens chez moi, tu lui dis non je te laisse, et t'appelles quelqu'un d'autre en fait. Bah non, elle y est allée. Et là le mec il l'emmène dans la pièce de son père et elle est encore incrédule en mode non, il y a ton père dans la pièce, t'as pas vu? Bah si en fait. Putain, mais je me suis dit, mais cette fille, elle est vraiment trop conne, quoi. Mais bon. Du coup, j'ai trouvé que c'était stylé comme évolution pour le personnage de Jenner, parce que pour l'instant, c'était un perso complètement quelconque, qui était juste effacé, qui était juste... on sentait que c'était le mec frustré et tout, mais voilà, c'était pas très clair. Le fait qu'il veuille l'intégrer, justement, dans le groupe des gentils, avec la révolution, que les gens croient en lui, en se disant « Ouais, mais lui, c'est pas un fils de pute parce qu'il a pas de pouvoir. » Je trouvais que ça puait, et si ça avait fonctionné comme ça, j'aurais été déçue. Donc le fait que Jenner soit devenue une espèce de fils à son papa, en mode maintenant que je suis devenue un lord, voilà, et puis on m'a dit que mon don pourrait être restauré, donc maintenant que j'ai de l'espoir, j'en ai plus rien à foutre des roturiers et tout, je trouve ça super cool.
Donc encore une fois, on est dans un truc où je me dis mais c'est pas possible d'être aussi con, c'est pas possible des retournements de situation pareils, mais c'est pas que c'est pas crédible, c'est que c'est juste énervant. Pour moi, le truc le moins crédible du livre et qui m'a le plus dérangé, c'est vraiment le fait que Bodina se fasse one-shot d'une balle dans la tête, alors qu'on n'arrête pas de nous teaser sur le pouvoir des égos et de nous dire que le principal avantage de la révolution, c'est qu'il y a des égos, etc. Et que Bodina, elle peut les protéger, que Bodina a ses pouvoirs, machin. Et elle se fait one-shot, alors que ça aurait été tellement classe de mettre des combats entre égos, où ils balanceraient chacun des pouvoirs et tout. Alors peut-être qu'on va nous garder ça pour la fin, mais pourquoi pas nous en mettre plusieurs ? Je trouve quand même que ouais, Bodina, elle aurait bien mérité, l'ange du Nord et tout, elle aurait bien mérité de balancer des attaques, d'utiliser ses pouvoirs et de se fighter avec sa sœur. Putain, ça aurait été classe. L'arriviste contre la meuf qu'on croit superficielle, mais en fait qui idéalise dans le fond et tout. Et en plus, sur un pont et tout, voilà quoi, en mode ange, ça se trouve, elle aurait pu se faire apparaître des ailes et tout. Ça aurait été super stylé. Qu'est-ce que vous foutez, la tuer d'une balle dans la tête? C'est du gaspillage. Donc ça, c'est le truc qui m'a le plus dérangé. Mais après, le deuxième truc qui m'a le plus dérangé, c'est vraiment la connerie du groupe des gentils. Autant, ah oui, une autre chose qui m'a dérangé, mais je l'avais oubliée celle-là. Oh, Crovan. Luke était en train d'hésiter devant la dernière porte, en se disant je vais crever, je vais pas crever, parce qu'il avait une espèce d'hallucination d'un autre monde derrière la porte, et puis il avait la mémoire en vrac à cause de Crovan. Et au début, donc Kohira lui dit non, n'y va pas. Et Luke il est en mode de toute façon ça sert à rien et tout. Et elle lui fait bah vas-y, si c'est comme ça, vas-y. Et il sort, et il meurt pas. En fait, il voit Crovan en chemise de nuit, qui du coup ne porte pas ses lunettes, et il voit que Kohira et Crovan ont les mêmes yeux, et il se dit ah mais en fait c'est sa fille, c'est parce qu'elle m'a dit vas-y que j'ai pu sortir et tout. Il arrive à faire croire à Crovan qu'il croit que c'est parce que Cillian lui a fait quelque chose. Du coup Crovan va le tabasser en lui disant je vais te retirer ce que t'as fait Cillian, et après il lui fait voilà maintenant je te l'ai enlevé, tu pourras plus sortir. Et il dit pourvu qu'il me laisse mes souvenirs, parce qu'il a pas eu le temps, il a pas eu le temps, mais il a même pas essayé. Moi, ce que je me dis, mais je pensais qu'il allait essayer d'écrire ça quelque part, au cas où il se fasse effacer ses souvenirs, ou de mettre des indices à Kohira pour qu'elle le redécouvre elle-même. Il aurait pu essayer des trucs plus créatifs, en fait, Luke, pour pas... Sachant, pour moi, mais c'était juste logique. Crovan, depuis le début, sa logique, c'est j'efface les souvenirs des gens à tout bout de champ. Il se passe ça. Crovan, il arrive, il voit Luke dehors, il lui dit « Qu'est-ce que vous avez foutu ?» Luke lui dit bah je suis sorti parce que c'est Cillian qui m'a fait un truc cheaté, machin. Il fait ok, rentre. Parce que de toute façon, tu peux pas aller plus loin, et de toute façon, voilà, qu'est-ce que tu crois que faire, et machin. Luke rentre, et il lui dit, bon bah voilà, maintenant je te tabasse, je t'enlève le pouvoir de Cillian, et je te laisse ce souvenir, parce que j'aime que tu gardes que les mauvais souvenirs, et parce que voilà, t'as passé une mauvaise soirée, donc tu souffres, donc je te le laisse. Non, en fait. Je veux dire, encore une fois, c'est pas que c'est pas crédible que le perso soit plus sadique qu'intelligent, mais jusqu'à maintenant, on nous a montré ce perso comme un mec intelligent et classe. Pourquoi le mec ne privilégie pas la sécurité au sadisme? Le mec, il le sait qu'il y a sa fille. Déjà, tu gardes ta fille là-dedans, sachant qu'elle a le pouvoir de faire sortir tout le monde en leur disant juste, eh ben vas-y, ok, elle sait pas qu'elle a ce pouvoir. C'est déjà dangereux, moi je trouve. Moi sur le coup, je me suis dit, mais tu veux garder ta fille là-dedans? Bah ok, t'as qu'à lui couper la langue, lui couper les mains pour pas qu'elle puisse écrire et tout. Les égos, on nous a dit qu'ils pouvaient régénérer les gens avec leur pouvoir. Oui, sauf que maintenant, on nous a dit que la sœur d'Astrid, elle avait eu les mains coupées par Julian quand il l'a torturée, et que on n'a pas pu lui restaurer ses mains. Franchement, les pouvoirs des égos, ça fonctionne que quand ils veulent. Hein. Enfin, quand ils veulent. Quand l'auteur veut. Et c'est ça qui m'agace un peu. On nous avait dit, quand il y a eu l'explosion, genre, il y a quelqu'un qui s'est fait arracher un pied, elle se l'est remis. Je sais plus si c'était Bodina ou Bouddha, ou je sais plus, mais il y a quelqu'un... Je me rappelle d'une image, dans la tête comme ça, j'ai une image de fille qui perd un pied et qui se le remet. Alors vous allez me dire, oui, mais une amputation, si on garde le pied, on peut se le regreffer. Admettons que du coup, l'autre, elle avait perdu ses mains depuis trop longtemps et machin. Je sais pas, mais pour moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est pas clair. Moi, j'avais compris que les égos, ils pouvaient guérir à peu près n'importe quoi. Soudainement, il y a une limite, alors qu'avant, on ne l'avait jamais dit. Et là, en l'occurrence, Crovan qui garde sa fille là, même si t'as envie de prendre le risque de laisser ta fille là, sachant qu'elle a la possibilité de dire aux esclaves tu peux t'en aller, si jamais elle l'a fait, tu leur effaces les souvenirs. Mais ça, c'est 100%. À la limite, on m'aurait dit, il efface les souvenirs de Luke, mais pas ceux de Kohira, parce qu'il veut pas abîmer le cerveau de sa fille. Mais même, je sais pas, ça tient pas, parce qu'apparemment elle a perdu ses souvenirs de quand elle était petite, donc il lui a déjà effacé ses souvenirs. Donc il peut le refaire. Non, pour moi, il n'y a pas d'excuse en fait. Le mec, tu trouves une situation comme celle-là où les gars étaient quasiment arrivés à s'enfuir, il leur manquait un tout petit truc pour arriver vraiment à le faire, tu leur effaces la mémoire.
C'est le minimum en fait. Tu peux le faire, tu l'as fait 10 fois dans l'histoire avant. Et là tu fais genre non, je vous laisse le souvenir de cette soirée parce que ça va vous torturer. Mais n'importe quoi. Sans déconner, vraiment ça c'est... Je pense que c'est le deuxième moment avec le truc de Bodina qui m'ont le plus fait me dire non mais là je peux pas, hein, je vais mettre 6, peut-être même moins parce que... Dans quel univers le méchant fait un truc aussi con? C'est juste pas crédible quoi. Et voilà, le fait qu'on nous le dise, ouais, je te le laisse pour te torturer. Genre, oui, on savait que vous alliez penser, il devrait pas lui laisser normalement. Et donc on fait genre, ça fait partie de sa personnalité. Parce que je veux vous laisser que les mauvais souvenirs. Mais non. En plus, d'où c'est un mauvais souvenir? Luke, il est sorti. Même si, on va dire, ouais, mais c'était... il pensait que Cillian lui avait mis un truc et maintenant ça lui a été retiré. Mais Cillian, il est toujours en vie, il peut revenir au château. T'as un allié comme Cillian? Tu crois que ça va pas te remonter le moral? Mais bien sûr que si. Comment veux-tu que le mec ait pas d'espoir? Il a pu sortir grâce à Cillian. Pour moi, cette soirée, elle est juste, grosso modo, elle est positive en fait. On s'en fout que le mec se soit fait, enfin que Luke se soit fait tabasser après. Il est sorti. Il était sur le bord d'y arriver. Même si le mec lui a retiré ce que Cillian lui a mis, Cillian lui a mis une possibilité pour sortir et Cillian est toujours en vie. Cillian peut revenir, avoir un allié aussi puissant que Cillian, c'est un truc complètement inespéré qui peut de ouf lui redonner de l'espoir à Luke. Donc je suis désolée, cette excuse ne tient pas. C'est pas un souvenir négatif. C'est pas vrai. Et puis tu pouvais très bien lui laisser le souvenir du tabassage et lui retirer le souvenir qu'il était sorti dehors. Tu pouvais lui faire comprendre que c'était un tabassage sans raison ou qu'il a fait une connerie mais qu'il la connaît plus, et puis t'es pas obligé de la lui dire. Alors encore une fois, on va peut-être me dire que ça marche pas comme ça, mais on nous a jamais dit comment ça marchait précisément. Pourquoi des fois ils peuvent effacer des trucs et des fois c'est plus compliqué que ça? Je sais pas. Non, moi c'est vraiment ça m'a saoulé. Donc j'en reviens à la fin de l'histoire, parce que là du coup je disais tout ce qui m'a déplu tout le long. Je dis ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu, évidemment. Mais j'ai passé plus de temps sur ce qui m'a déplu, je m'en reviens. La foire du sang, la manière dont c'est réglé, Luke y va. Mais toutes ces tentatives pour essayer de faire quelque chose échouent à cause de raisons complètement cons. Encore une fois, j'ai trouvé que c'était réaliste, mais c'était un peu désappointant. Notamment le fait qu'on lui ait enlevé sa bombe lacrymo. D'accord, il avait trouvé que ça. Pour l'alerte à la bombe, à la limite, j'ai trouvé ça assez logique. Qu'on lui dise au téléphone, non mais mec, il y a déjà 100 personnes qui nous ont fait le coup, bien sûr qu'on ne croit pas. Mais le mec a volé une bombe lacrymo, c'était une bonne... enfin voilà, il pouvait déjà faire quelque chose avec ça. Le fait qu'il ait envie de la lancer pour faire une diversion au moment où sa sœur allait rentrer, enfin vous aviez pas besoin de lui prendre sa bombe lacrymo. Ou alors si vous vouliez lui prendre, fallait la faire prendre, je sais pas, genre par un vigile ou quoi, qui lui dit non, gars, tu rentres pas avec ça ici, où est-ce que tu l'as volé, etc. Genre le mec ne l'arrête pas mais il lui enlève. Mais le fait que ça a été pris genre par un pickpocket ou un truc comme ça, des fois je me dis bon là c'est genre l'auteur elle a décidé de se mettre contre les héros et soudainement elle leur enlève tout. Mais après le fait qu'il se trouve à côté de Cillian et que Cillian lui dit non vas-y on va regarder ça va être rigolo et tout, et qu'au final c'est Gavard qui arrête l'exécution, ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Parce que Gavard, je vous disais, ça fait très longtemps qu'on voit qu'il a un potentiel de gentil, ça fait très longtemps qu'il dit qu'il en a ras le cul des manœuvres de son père et de comment sa famille tourne, qu'il a envie de défoncer sa femme et tout ça. Vraiment, que ce soit Gavard qui a dit non, vous allez pas massacrer une fille devant moi et tout, moi je laisserai pas faire ça et j'en ai rien à foutre de ce que pense ma famille, c'est des connards et tout. Je trouve ça vraiment stylé et ça promet pour la suite. Enfin, peut-être qu'on va avoir des vrais combats d'ego, des vrais égos, peut-être pas intelligents, parce que Gavard et l'intelligence ça fait deux aussi, mais au moins qui me semble cohérent. Parce que justement, une des caractéristiques de Meilir et de Bodina, c'était censé être que c'était des persos un minimum intelligents, qui cachaient leur jeu, etc. Et le fait qu'ils se soient fait avoir comme des merdes et qu'ils aient eu des plans foireux, ça m'a saoulé. Alors que Gavard, depuis le début, il fonce dans le tas, et il est pas très intelligent, c'est vraiment juste un mec impulsif. Donc s'il fait de la merde, ça sera cohérent. Mais par contre, il a un don super puissant. Donc moi qui voulais des combats d'ego avec des trucs un peu spectaculaires, là ça a l'air de promettre. C'est lui qui a foutu le feu, et je trouve ça stylé que c'est lui qui fout le feu, et c'est Bouddha qui contrôle l'eau et qui éteint le feu. Voilà, il va y avoir une baston mari-femme. Malheureusement, du coup, le type eau battant le type feu, je m'inquiète un peu pour Gavard, mais bon. En tout cas, là, il va peut-être y avoir de la baston, enfin, entre égaux, parce que moi j'attends que ça. Et puis Cillian, on attend aussi depuis le début qu'il choisisse son camp et qu'il fasse un truc cool, et je pense que pour le tome 3, ça va finir enfin par arriver. Donc voilà, moi je me dis, la fin promet pour la suite, et j'espère qu'il y aura des trucs cool. Mais j'ai peur parce que je me rends compte quand même que l'auteur est assez sans scrupule sur le fait de dire non, c'est comme ça. C'est un peu Deus Ex Machina quand elle veut.
De temps en temps, les persos, les gentils, que ce soit pour les gentils ou les méchants, de temps en temps, on a décidé qu'ils allaient pas faire ci ou qu'ils allaient pas faire ça, et donc le scénario leur met des bâtons dans les roues, alors que ça me semble pas cohérent avec leur personnalité, leur niveau d'intelligence, etc. Voilà, sur ce, comme je vous dis, c'est une histoire du coup qui a beaucoup de points positifs et beaucoup de points négatifs, donc ça s'équilibre un peu. J'ai quand même beaucoup aimé le lire, même si toutes ces choses qui m'ont énervé, on peut pas les nier. Et comme je vous dis, je pense que j'aurais parlé aussi longtemps du spoil que du reste, et c'est pas anodin. En tout cas, on se reparle pour le tome 3, je sais pas encore ce que je lirai la prochaine fois, donc je peux pas vous dire si ce sera la prochaine chose que je lirai ou non. L'ami qui me les a passés m'a passé que les 2 premiers, donc le 3e, je me suis demandé si je le mettrais dans vos conseils ou dans les livres normaux. Je pense que je le laisserai dans vos conseils par souci de cohérence, parce que les tomes qui s'enchaînent et qui sont pas dans la même série, c'est quand même pas très propre. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et moi, je vous dis à la prochaine.